Comme c'est à moi de commencer, ma communication s'intitule Splendeur et misère de la transition démocratique en Tunisie. Évidemment, j'emprunte la première partie du titre, le titre d'un roman très célèbre de Balzac. Pourquoi pas mais avant de est-ce qu'on peut passer oui. Avant de passer à la présentation, j'aimerais commencer par cette citation de Georges Vedel, qui est un constitutionnaliste français. Il disait qu'il n'y a jamais de révolution absolue. Toute révolution est à la fois une rupture avec la tradition et une utilisation de cette tradition. On va voir que cette citation est confirmée par l'expérience de la transition tunisienne. Pourquoi parler de la Tunisie? Il y a plusieurs raisons qui expliquent le fait que la transition tunisienne servir de modèle ou fait parler d'elle. C'est d'abord le fait que c'est le premier pays à connaître une révolution dans le monde arabe, évidemment. Il y a eu des coups d'État, mais il n'y a jamais eu de véritable révolution populaire dans le monde arabe. Une révolution qui a déclenché une sorte d'effet domino, qui a donc donné une tentation aux autres peuples de se révolter, de faire chuter des régimes dictatoriaux, à commencer par l'Égypte, la Libye, le Maroc. Il n'y a pas eu de révolution, mais il y a eu un mouvement de contestation très puissant qui a obligé le roi à faire des concessions afin de résorber la colère populaire. Ensuite, la Tunisie a connu un cheminement particulier. D'abord, la révolution était pacifique. Elle a connu une période transitoire qui ont été couronnées par des élections démocratiques. Donc. Elle a connu un processus constituant donc, qui a abouti à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Et surtout, elle a connu une alternance pacifique. Parce que pour beaucoup de constitutionnalistes en Tunisie, le plus important, ce n'était pas le fait d'élaborer une nouvelle constitution ou d'organiser les premières élections. Le plus important, c'était de parvenir un jour à une alternance, organiser des élections périodiques et changer de majorité dans un cadre pacifique et dans le respect des institutions et du résultat des urnes. La Tunisie est aussi un cas réussi, donc qui permet de faire un premier bilan par rapport aux autres pays. Il y a quelques jours, moi je n'ai pas pu assister à cette conférence, Michel Camot, célèbre politologue français, a donné une conférence à l'IRMC, Institut de recherche sur le Maghreb contemporain à Tunis, c'était le 29 octobre. Il a intitulé Le mythe de l'exception tunisienne. Beaucoup de gens en Tunisie, même ailleurs, parlent d'une exception tunisienne, mais mes amis m'ont dit que Michel Camot a conclu en disant qu'il vaut mieux ne pas parler d'exception, mais peut-être parler de cas d'espèce de la Tunisie. Mais on va essayer de voir d'où est venue cette idée d'exception tunisienne. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. À mon avis, le premier, le plus important, ce sont les avancées en matière de droits des femmes en Tunisie. Et ça date depuis 1956, donc c'est l'année de l'indépendance, avec ce qu'on appelle le CSP chez nous, c'est le code du statut personnel, qui est considéré par l'élite moderniste tunisienne comme étant la véritable constitution sociale du pays. Ça n'a pas changé, sauf peut-être pour être amélioré depuis 1956, alors que la Constitution a été plusieurs fois modifiée, révisée, changée. Ensuite, il y a eu des choix politiques très judicieux de la Tunisie indépendante, sous son premier président Bourguiba. Il a lutté contre l'analphabétisme, il a instauré un système de santé efficace, il a suivi une politique de planning familial, il a également suivi, ça c'est très important, une politique d'armement très modérée, contrairement à des régimes comme la Libye, l'Égypte, la Syrie, etc., le Soudan. La Tunisie pouvait se vanter, jusqu'à quelques années, d'être le pays le plus stable de la région, du monde arabe, et peut-être, jusqu'en 2011, d'être le plus stable en Afrique. Seul le Sénégal, s'il y a des amis africains ici, comme le confirmer, pouvait peut-être concurrencer la Tunisie sur cet aspect-là. Cette idée d'exception tunisienne, en quelque sorte, s'est affermie un peu après la Révolution, du fait que la Révolution elle-même était pacifique. Donc le niveau de violence, la violence était presque négligeable. Évidemment, il y a eu des victimes, etc., mais ce n'était presque rien comparé à ce qui s'est passé, il se passe actuellement en Libye, au Yémen, en Syrie. On a échappé belle en quelque sorte. Il y a eu des élections libres aussi, et démocratiques, c'était très important. Et puis, les Tunisiens ont démontré une capacité à résoudre les conflits de manière pacifique et dans le cadre du dialogue. Donc, ça se passait toujours à travers une recherche du consensus. On essayait tout le temps de trouver une solution à l'amiable, une solution pacifique. C'est ce qui a valu à certaines composantes de la société civile tunisienne en 2015 le prix Nobel de la paix. Donc, est-ce qu'on pourrait... Voilà. Autre chose très importante en Tunisie, c'est que
puisqu'on a eu un processus constituant, c'est que l'élaboration de la Constitution a été très consensuelle, au point que parfois, on trouvait la chose et son contraire dans la Constitution. Mais l'essentiel, c'était de trouver un consensus parfois ambigu, parfois très, ce que le philosophe français appelait un syncrétisme vague. C'est pas clair du tout, mais ça permettait d'évacuer un peu l'attention. Donc, les politiciens parlent d'un génie tunisien. Moi, je n'irai pas jusque-là, puisque scientifiquement, rien n'a été prouvé. Ceci dit, la révolution, la transition tunisienne n'est pas une success story entièrement. Il y a un succès certainement, mais il y a aussi des lacunes peut-être et des risques. C'est autour de ces deux idées-là que je vais articuler dans mon intervention, les raisons de la réussite, mais aussi les limites et les risques de la transition. On commence par la première partie, les raisons de la réussite. Je les articule autour de deux idées. Il y a un contexte de la révolution, dans lequel la révolution a eu lieu, et ensuite il y a des choix, donc il y a un élément volontaire, des choix qui ont été faits après la révolution. On commence par la première idée. Là, je vais parler un peu de quelques généralités. Le contexte de la révolution tunisienne. Évidemment, la Tunisie est un pays très homogène sociologiquement. On dit que 99% de la population est musulmane de rite malikite. Il y a aussi une homogénéité ethnique, une absence de tribalisme. Et la forme étatique en Tunisie est très ancienne. Nous sommes une sorte d'État-nation, quoique les nationalistes arabes disent autre chose, mais en Tunisie, il y a un fort sentiment nationaliste depuis les années 50 qui dit que la Tunisie est une nation qui partage certaines choses avec ses voisins, mais qui aussi se distingue par rapport à ses voisins. Il y a aussi l'idée que les institutions tunisiennes sont très bien ancrées, cette logique de l'institution et de l'institutionnel qu'on va retrouver dans les idées qui vont suivre. Voilà. Pour vous donner un peu une idée sur ce qui différencie, ce qui distingue la Tunisie par rapport à certains pays arabes, j'ai pris l'exemple peut-être le plus compliqué, le plus extrême des pays arabes, c'est la Syrie. Comme vous voyez ici, toute la côte ouest de la Syrie, elle est peuplée essentiellement de arabes, musulmans, alaouites. Le nord-est et le nord sont peuplés essentiellement par la minorité kurde, qui sont kurdes, pas arabes, mais essentiellement musulmans sunnites. Tout le reste n'est pas beaucoup peuplé, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en Syrie, il y a plusieurs fractures. Par exemple, on a des arabes et des kurdes comme ethnie. Pour les religions, on a essentiellement musulmans et chrétiens, mais aussi les yézidis. Les musulmans constituent à peu près... Les chrétiens sont 8% de la population. Le reste sont des musulmans, essentiellement. Mais les sunnites sont eux-mêmes divisés en kurdes et arabes. C'est vraiment très compliqué. Il y a 6 ou 7 églises chrétiennes, alors que la population chrétienne en Syrie n'est que de à peu près 4 millions. Imaginez, divisé en 8 églises. Voilà. Les chiites eux-mêmes sont divisés en 3 ou 4 branches du chiisme. C'est très compliqué. Les clivages et les fractures sociologiques dans le monde arabe, par exemple, on prend l'exemple de la Syrie, il y a des divisions ethniques entre arabes, kurdes, mais aussi des turkmènes, donc les turcophones. Il y a des divisions religieuses entre musulmans et chrétiens, et confessionnelles entre chaque religion. Il y a des sunnites majoritaires, il y a des chiites, il y a des alaouites qui sont une branche un peu du chiisme, mais un peu différente, et entre les églises chrétiennes elles-mêmes. En Libye, comme mon ami Hamza va le dire tout à l'heure, il y a un phénomène de tribalisme qui est encore très, très présent, mais il y a aussi un fort sentiment régional, puisque la Libye, je pense, de l'indépendance en 1951 jusqu'au coup d'État militaire de Kadhafi en 1969, jusqu'en 1963, était un État fédéral, voilà, donc constitué de 3 entités. Le Yémen aussi, qui connaît beaucoup de violence aujourd'hui, connaît une division conventionnelle entre sunnites, zaïdites, les zaïdites qui sont une branche du chiisme, à distinguer des yézidis qui pratiquent une religion de l'ancien Iran. C'est très différent. Après cette escapade, on revient en Tunisie pour ajouter qu'il y a d'autres éléments qui expliquent la réussite ou peut-être le succès de cette transition, c'est que l'armée a été très tôt exclue du champ politique en Tunisie. Depuis une tentative ratée de coup d'État militaire dans les années 60 contre Bourguiba, l'armée vraiment a été complètement marginalisée
choix qui a été davantage accentué sous la dictature de Ben Ali, qui évidemment craignait que l'armée ne se tourne contre lui et qu'elle ne mène un coup d'État. Puis, ça c'est un élément donc, économique. En Tunisie, il y avait, jusqu'en 2011, une classe moyenne assez importante. Et cette classe moyenne était en quelque sorte le socle du régime. Lorsqu'elle a senti que le régime allait chuter, elle a préféré sacrifier le régime, la tête du régime, pour garder ses privilèges et ses acquis. Et puis, un élément à ne pas négliger peut-être, même s'il n'est pas déterminant, c'est que la révolution tunisienne a été appuyée par certaines puissances étrangères, notamment les États-Unis d'Amérique. La France ne s'est pas illustrée, notamment dans un premier stade de la révolution tunisienne. Donc la Tunisie est en quelque sorte un bon élève qu'il fallait encourager afin qu'il donne l'exemple. Maintenant, je passe aux choix qui ont été faits après la Révolution, qui sont aussi très importants. Le premier de ces choix, c'était d'assurer toujours la continuité de l'État et des institutions. La première chose qu'on a faite après la Révolution, c'était d'instaurer ce qu'on appelle, titre très long, haute instance de la réalisation des objectifs de la Révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique. Cette institution, créée dans un environnement donc très tourmenté, a permis aux diverses sensibilités politiques d'exprimer leurs divergences dans un cadre institutionnel. Elle a en quelque sorte aidé, contribué à résorber les tensions politiques qui existaient dans la société. Il y a aussi la référence à l'ancienne Constitution. Durant les 2 premières courtes transitions, on a essayé d'éviter le vide juridique. On a même eu recours à ce qu'on appelle les RPPP, les règlements provisoires des pouvoirs publics, dits petites constitutions. Et ça, c'est typiquement tunisien. Le président de la Chambre des députés, ce Ben Ali, qui est une figure emblématique du régime, est resté président par intérim jusqu'aux élections historiques de 2011. Et sous sa présidence, la Tunisie a adhéré à plusieurs conventions internationales des droits de la personne, mais surtout au statut de la Cour pénale internationale. La Tunisie a également fait le choix d'une assemblée nationale constituante pour élaborer la nouvelle constitution. Au Maroc, on a fait un autre choix, c'était la CCC, la Commission consultative constitutionnelle, dont les membres ont été nommés par le roi. Choix qui a été contesté par une certaine partie de la classe politique marocaine, mais maintenant on voit que les choses ne vont pas si mal. Le Maroc organise aujourd'hui la COP 22, ce qui est inimaginable en Tunisie. Par ailleurs, le mode de scrutin pour les élections, c'était la représentation proportionnelle, ce qui a permis de refléter la diversité des courants et sensibilités politiques du pays. Presque personne qui avait une opinion valable, une opinion sérieuse n'a été exclu. L'idée du consensus aussi, elle a été présente tout au long du processus constituant. On a même créé une commission qu'on a appelée commission du consensus dans l'Assemblée, afin qu'elle règle qu'on trouve une solution amiable, une solution donc consensuelle, un compromis, lorsqu'il y avait un point litigieux sur une question constitutionnelle, un choix politique, etc. Et puis, ça c'est très important, c'est que la Tunisie a adopté une approche participative dans l'élaboration de la Constitution, mais aussi des lois importantes, des lois sur les élections, la justice transitionnelle, etc. Donc, partis politiques, gouvernement, assemblée, mais aussi société civile, tout le monde a participé à l'élaboration de ces textes. Je vais maintenant passer en revue, mais rapidement, les limites et les risques de la transition tunisienne. Je commence par le plus important à mon avis, et c'est un paradoxe, c'est le constat d'un paradoxe. Ce qui a fait la force, le succès, la réussite du régime, de la transition tunisienne, c'était l'existence d'un État, l'idée d'État et d'institution. Aujourd'hui, on constate que c'est ce qui fait défaut le plus en Tunisie, c'est l'idée d'un État fort, d'un appareil d'État présent, d'une autorité d'État et d'institution. Donc, avant la Révolution, on suffoquait sous un État trop fort, et aujourd'hui, notre mal le plus important, c'est que l'État est trop faible. Il y a aussi l'instabilité politique et gouvernementale, avec un multipartisme totalement inefficace, nuisible même à une vie politique saine, et qui a causé une discréditation totale de la classe politique tunisienne. Il y a évidemment une menace terroriste qui reste présente dans certaines régions du pays, notamment des régions montagneuses intérieures de l'ouest du pays, même si le gouvernement précédent et le gouvernement actuel ont fait quelques progrès dans la lutte contre le terrorisme.
Il y a aussi une grave crise économique et sociale. Et puis, le processus de justice transitionnelle connaît d'énormes difficultés, ce qui a causé une sorte de déception chez une partie de la population, évidemment. Donc, on a le sentiment qu'on n'a pas eu le courage, peut-être suffisamment de détermination pour affronter le passé. Autre chose très importante, c'est que la polarisation entre modernistes et islamistes en Tunisie reste très forte, et c'est ça la fracture tunisienne. On n'a pas de fracture religieuse, ou fracture ethnique, ou tribale, ou régionale. On a une fracture idéologique qui reste très fort, très forte. Puis, ce consensus que nous vivons actuellement en Tunisie, c'est la cohabitation entre islamistes et modernistes au pouvoir, elle est due à un élément très personnel. C'est ce qu'on appelle en Tunisie l'entente des deux vieux. C'est le président de la République à peu près 90 ans, et le président du mouvement islamiste qui a à peu près 72 ans, 73 ans. Voilà, ils sont devenus amis. Mais après eux, on ne sait pas ce qui va se passer, parce que vraiment, la polarisation est toujours très forte dans le pays. Quelques éléments qui sont très importants, mais dont on ne parle pas souvent, c'est l'érosion de la classe moyenne dans le pays, conjuguée à une paupérisation aussi bien citadine que rurale, la permanence de l'inégalité entre les régions, qui cause un sentiment de frustration dans les régions intérieures du pays, le déclin du système de santé, d'éducation, le déclin de l'administration en général. Et donc, la conclusion que beaucoup de Tunisiens tirent aujourd'hui, c'est que les objectifs de la révolution n'ont pas été réalisés. Merci de votre attention. Merci.